Il faut oublier les paramètres orbitaux, c'est des cycles de 22 000 ou de 100 000 ans. L'activité solaire, les éléments naturels qui ont dirigé le climat depuis des millions d'années, ils sont désormais complètement occultés par une force supérieure, et cette force supérieure, c'est l'effet de serre de l'industrie humaine. Bonjour, bienvenue dans cette 3e édition de la nouvelle émission de Mac de Lyon Connect. La grande histoire du climat, c'est le titre prometteur du nouveau livre de Clotilde Chamussy et Lucas Pacotte, les 2 auteurs de la chaîne YouTube Passé sauvage, où ils retracent l'histoire des civilisations. Dans ce livre, ils ont voulu étudier le lien entre les bouleversements climatiques et les civilisations. Principe de cette émission, je laisse dans la deuxième partie ma place à notre invité, cette fois-ci Sylvain Gaudineau, adjoint à la ville de Lyon, justement en charge du climat. Cet élu écologiste est engagé dans le plan Lyon Ville 2030 qui vise à anticiper la neutralité carbone de la ville de Lyon par rapport aux objectifs européens. Bonjour Clotilde Chamussy et Lucas Pacotte, merci d'avoir accepté cette invitation pour cette 3e émission de Mac de Lyon. Vous êtes ensemble derrière la chaîne YouTube Passé sauvage. Ouais. Expliquez-nous un petit peu cette démarche. Alors, on est tous les 2 archéologues de formation, on s'est formés à Lyon, et plutôt que de partir dans la recherche scientifique, on a décidé en 2016 d'ouvrir une chaîne de vulgarisation, donc de s'adresser au grand public. Et donc depuis 8 ans, on fait des documentaires sur YouTube. On fait que ce soit des vidéos qui sont sur le terrain, à côté des archéologues, ou alors des formats beaucoup plus classiques où on explique un concept, on présente des méthodes de l'archéologie. Après, c'est assez transdisciplinaire parce qu'on n'a pas forcément exactement la même formation. Voilà. Et puis, à partir de ce travail de documentaire, donc, qui sont toujours très écrits, très sourcés, il y a effectivement des publications qui sont venues en complément. Donc, plusieurs livres, que ce soit de vulgarisation de l'histoire, de l'archéologie à destination des étudiants. Donc, je crois que c'est une année riche en publications pour vous deux, puisqu'il y a ce livre, mais il y en a quelques autres. Voilà, donc il y a eu un premier livre en octobre de l'année dernière qui s'appelait 49 petites histoires de l'Antiquité, qui était un peu... destiné aux étudiants de première année qu'on a été et les livres qu'on aurait aimé avoir à leur place. Il y a ce livre, donc La grande histoire du climat pour lequel on est là aujourd'hui, et puis là, depuis la rentrée, il y en a eu plusieurs, un livre jeunesse sur les animaux de la préhistoire, un petit livre d'archéologie chez Hachette, et puis encore un dans une semaine sur la préhistoire. Donc effectivement, une année riche. Ouais. Donc le livre jeunesse est avec un illustrateur lyonnais ? Oui, Éric Ferrès, qui est connu pour un album qui s'appelle Sabre, qui a été primé, je ne sais plus exactement où. Mais oui, c'est une production assez étonnante parce qu'on est 3 Lyonnais, 3 Croix-Roussiens, et on s'est retrouvés grâce à Actes Sud Jeunesse à travailler ensemble. Alors l'objectif de ce livre, si je l'ai bien compris, La grande histoire du climat, c'est de faire le lien entre 2 sciences, la paléoclimatologie, qui est l'histoire, l'analyse de l'évolution du climat, et l'archéologie, qui est plutôt l'histoire des civilisations. Vous avez l'air de dire au départ de votre livre que finalement ce sont 2 sciences qui évoluent souvent en parallèle. Oui. Elles ont souvent publié en fait dans des revues différentes. Concrètement, les disciplines scientifiques, elles ont leurs canaux privilégiés. Et puis en fait, l'urgence climatique et la prise de conscience de la crise actuelle ont fait que plusieurs disciplines se sont mis à s'intéresser beaucoup au climat. Et donc les archéologues ne font pas exception. Et donc depuis on va dire une quinzaine d'années, il y a de plus en plus de ces publications qui croisent et qui essayent de cerner les apports de la climatologie dans les influences sur les civilisations du passé. Donc nous, on vient faire une synthèse de tout ça, faire une synthèse accessible en français, il faut le préciser, parce que l'immense majorité de ces publications, elles sont en anglais dans des revues internationales qui sont inaccessibles pour le grand public. Donc nous, notre enjeu, c'était ça. C'était à la fois de croiser ces disciplines et puis de rendre accessible toute cette recherche actuelle. Alors comment on connaît l'évolution du climat ? Parfois ça peut paraître un peu mystérieux. On connaît l'anecdote de Claude Lorius, le célèbre glaciologue grenoblois qui expliquait avoir vu des bulles en buvant un whisky, je crois, dans une base scientifique, et il a eu l'idée d'aller creuser pour retrouver l'histoire du climat
dans des carottes glaciaires. Il y a ça, mais il y a aussi plein d'autres solutions. Vous parlez des stalactites, stalagmites, des pollens. Expliquez-nous un petit peu comment les scientifiques, puisque parfois il y a débat, il y a des climato-sceptiques, comment on a une vision assez précise de cette évolution du climat. C'est vrai que dans le livre, on commence par une grosse introduction qui fait presque office de chapitre à part entière, où on liste toutes les données naturelles qui nous permettent de lire le climat du passé. Donc là, vous l'avez cité, il y a les carottes de glace, il y a les pollens, il y a les spéléothèmes, donc c'est les stalactites, stalagmites, et puis on a aussi les données historiques. Souvent, quand on dit histoire du climat, les gens ont pour référence un livre très connu de Emmanuel Leroy-Ladurie, qui est paru, qui s'appelait l'histoire du climat depuis l'an 1000. Que beaucoup de gens, alors pas forcément notre génération, la génération de nos parents, ont pu lire. Et c'est un historien qui nous a quittés l'année dernière d'ailleurs, qui avait eu une intuition à partir notamment de la date des vendanges, des archives de Beaune. Il s'était rendu compte que... Donc les hospices de Beaune en Bourgogne. Tout à fait. Qu'à certaines années, on vendangeait plus tôt, d'autres on vendangeait plus tard, et que ça, c'était une explication d'un climat plus chaud ou plus froid. Et puis toutes ces méthodes, elles se conjuguent pour essayer d'avoir les données les plus précises. Donc on a de très bonnes données, qu'elles soient naturelles, issues de la recherche la plus poussée. On va chercher des analyses isotopiques du carbone 14, du carbone 13, des différentes variations des atomes dans les carottes de glace ou voilà. Et puis on va croiser tout ça avec des données historiques. Et au final, ce qu'on explique, c'est qu'on a quand même de très bonnes idées sur les variations du climat du passé. Vous avez parlé des carottes de glace, faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, on peut reconstituer la variation du CO2 dans l'atmosphère sur plus de 800 000 ans. Il y a des publications qui vont probablement sortir l'année prochaine, puisqu'il y a eu des pré-publications. Ça y est, on va dépasser le million d'années. Donc on a des données qui sont quand même sur le temps très long, avec beaucoup de précision, puisque les méthodes progressent sans cesse. Et voilà, on est à un état de la recherche scientifique où on peut faire une reconstitution de bonne qualité sur les climats du passé et en lien avec l'espèce humaine. Voilà, c'est très difficile quand on remonte beaucoup plus loin, des dizaines, des centaines de millions d'années, mais en tout cas sur la durée de vie de l'espèce humaine, on parle de 1, 2, 3 millions d'années maximum. Là, on a des données d'une grande qualité. Donc nous, c'est le projet de ce livre. Comment les climats ont varié depuis 3 millions d'années et comment les humains s'adaptent. Souvent on oppose les causes humaines aux causes naturelles, en fait elles se sont succédées, mais la différence c'était que l'évolution se font sur peut-être des milliers d'années quand elles sont naturelles. Il y a eu à la fois des grands changements lents, des grands processus tels que les glaciations, les déglaciations, c'est des processus qui se passent sur plus de 100 000 ans, c'est lié aux paramètres orbitaux de la planète comme vous l'avez cité, ça peut être la forme de l'orbite terrestre, donc c'est des cycles astronomiques qui reviennent. Et puis on décrit nous aussi des changements beaucoup plus ponctuels, des accidents en fait. Il y en a un en particulier qui est très étonnant, c'est la vidange brutale d'un lac glaciaire au Canada. Donc il faut imaginer que le Canada il y a 20 000 ans était couvert d'un immense glacier qui pouvait faire plusieurs kilomètres d'épaisseur. Ce glacier a fondu avec le réchauffement naturel de la planète il y a une dizaine de milliers d'années. Puis toute cette eau n'est pas allée vers l'océan, il y a une partie de cette eau qui est restée pour former un immense lac sur le continent. Et quand ce lac s'est déversé brutalement, quand le glacier a rompu, eh bien c'est des milliards de kilomètres d'eau qui se sont déversés dans l'océan mondial, de l'eau très froide, de l'eau douce, et ça a eu un accident considérable sur les humains de la préhistoire à cette époque-là. Donc, donc on est quoi, 11 000 ans Là, c'est un événement qui porte le doux nom de 8200 BP, voilà, ça c'est la poésie des archéologues. Donc 8200 BP, ça veut dire 8200 ans avant le présent, donc on est vers 6200 avant Jésus-Christ, hein, pour faire court. Donc nous, ce qui nous intéresse dans ce livre, c'est une fois qu'on a expliqué ces mécanismes climatiques, mettre en regard... Donc là, ça fait monter le niveau des océans, je crois, de 41 cm. Ouais, donc ça veut dire que ça ravageait des civilisations qui étaient au bord de l'eau, notamment. Et dans ce que vous mettez, par exemple, en perspective, justement, dans cette double lecture, bouleversement du climat, évolution des civilisations humaines, par exemple, la civilisation solutréenne, peut-être en dire deux mots, et vous parlez aussi du fameux recul des cueilleurs-chasseurs ou chasseurs-cueilleurs par rapport au néolithique, la sédentarisation, le début de la propriété et de choses qui ont bouleversé totalement l'histoire de l'humanité.
Oui, en fait, on se rend compte que quand il y a des grands changements climatiques, les sociétés ne disparaissent pas ou ne s'effondrent pas, ça on le nuance beaucoup, elles s'adaptent. Parfois à un prix très fort, ça se fait dans la douleur, c'est pas évident. Pour les solutréens, il y a 20 000 ans, les populations ont trouvé des zones refuges, donc ça peut être en Dordogne, mais ça va être aussi des moments de grande créativité. Puisqu'on doit s'adapter à des conditions climatiques qui ne font pas de cadeaux, ça va être les moments d'apparition de l'aiguille à chat qui permet de coudre des peaux entre elles. Et ces aiguilles, elles n'ont pas bougé jusqu'à la période médiévale. Donc c'est pas que des périodes de crise engendrent des créations assez originales. Une nouvelle réponse en quelque sorte. Voilà. Et vous faites aussi par exemple un lien entre la désertification du Sahara, vers 5000 ans de mémoire avant Jésus-Christ, et la création de la civilisation égyptienne. Ça, c'est une lecture assez nouvelle, puisque ça crée les bouleversements climatiques entraînent des déplacements de population. Oui, alors c'est pas très connu du grand public, alors que c'est assez bien connu des scientifiques. Le Sahara tel qu'on le connaît, ce désert où on ne peut pas vivre, il y a 10 000 ans, c'était des prairies, c'était des savanes, il y avait des ruisseaux remplis de poissons, il y avait des bergers qui étaient installés avec des troupeaux. Et puis un changement climatique fait que cette période va s'arrêter et cette désertification va pousser ces bergers à aller vers l'Égypte parce que ce changement climatique va rendre le Nil beaucoup moins tumultueux et on va pouvoir penser un système économique. Donc finalement, un problème dans une région va être une opportunité pour d'autres et on se rend bien compte qu'une crise climatique, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Prenons par exemple l'année qui vient de s'écouler en France. Tout le monde parle d'une année pourrie avec plein de pluie. Juste à côté de nous, notre voisin espagnol n'a pas du tout vécu la même année. Donc, et sans doute que ça va s'accentuer. Un passage que je trouve très intéressant, si vous me permettez, c'est sur l'Empire romain. Oui, c'est peut-être celui qui est le plus... Vous qualifiez les Romains d'enfants gâtés du climat, et vous mettez en parallèle l'essor de leur civilisation sur une emprise jamais connue dans l'histoire, avec une forte stabilité climatique, qui fait que les empereurs pouvaient limite se rapprocher, d'être vus comme des dieux compte tenu de cette félicité climatique. Et en même temps, vous mettez en avant, ce qui est moins connu, parce qu'on a l'impression que c'est contemporain, les effets de la pression, par exemple, en approvisionnant en eau. Ils assèchent déjà des lacs. Les Romains, ils aménagent en grand. Quand ils arrivent quelque part, ils s'installent, ils mettent, ils utilisent les terres les plus fertiles, mais quitte à les épuiser en quelques dizaines d'années. Ils vont aller chercher l'eau dans des sources, ils vont assécher des lacs pour cultiver, pour prendre les ressources là où elles sont, sans se soucier de durabilité. On dirait aujourd'hui qu'ils ne sont pas trop low-tech. Exactement. Donc, on voit par exemple, quand les Romains vont faire la conquête de la Grande-Bretagne, ils implantent la vigne dans ce qui est aujourd'hui le centre de l'Angleterre, là où ça ne pousse plus. Quand ils arrivent en Turquie, ils vont implanter des oliviers jusqu'à 1500 mètres d'altitude, là où ils ne poussent plus aujourd'hui. Ils vont aller chercher des sources avec des aqueducs, là où il n'y en a plus aujourd'hui. Donc nous, on a des indices comme ça, en plus de quelques indices historiques, des astronomes qui relèvent le temps qu'il fait et qui l'écrivent, et ces textes ont été recopiés, et donc on a pu les avoir. Voilà. On a des indices sur une période climatique un peu plus chaude, un peu plus humide, plus stable, pendant laquelle les Romains ont pu exploiter des ressources sans compter, sans se soucier vraiment de durabilité, puisqu'elles étaient là, et ils ont eu une fenêtre climatique assez exceptionnelle, il faut bien le dire. On appelle ça l'optimum romain. Voilà, c'est à peu près 4 siècles de climat extrêmement favorable. Quand cet optimum s'est terminé, c'était progressif, mais on estime que ça a posé des difficultés, parce qu'effectivement, si on est un enfant gâté, habitué à avoir de l'eau en abondance, à avoir un climat stable, à avoir des ressources sans avoir à les chercher très très loin, quand ces conditions se terminent, ce qui s'est fait vers 200 et 300 après Jésus-Christ, l'Empire romain s'est retrouvé avec des difficultés économiques. Alors c'est pas la seule
cause de la chute de Rome. Mais c'est un angle de lecture dont on n'avait pas forcément l'habitude dans l'histoire traditionnelle. Et vous êtes prudent dans les leçons qu'on peut tirer aujourd'hui parce que vous êtes de formation scientifique, et donc vous n'êtes pas collapsologue, vous ne dites pas que les civilisations vont s'effondrer, mais qu'elles peuvent s'adapter dans la douleur, et c'est un terme à ne pas prendre à la légère. Ça peut entraîner des phénomènes migratoires violents comme on l'a vu et massifs dans les millénaires précédents. Et quand même, vous relevez quelque chose que parfois on oublie, c'est que dès le milieu du 19e siècle, on voit les glaciers fondre. Alors les climato-sceptiques vont vous dire c'est des grands mouvements millénaires de réchauffement, etc. C'est le soleil, c'est plein de choses. Donc pourtant il y a un consensus scientifique quand même sur le réchauffement climatique. Donc c'est intéressant de rappeler que dès le milieu du 19e siècle, on voit les glaciers reculer dans les Alpes. Oui, en fait, c'était une des motivations pour écrire ce livre. Alors, il y avait une curiosité de notre part à un niveau scientifique, archéologique, mais c'était essayer de donner de manière synthétique des arguments justement face à ce qu'on entend de gens. Alors, c'est pas forcément des climato-sceptiques. Aujourd'hui, on entend surtout des climato-relativistes et qui disent ouais non mais les carottes de glace franchement comment peut-on tirer des leçons à partir de petites bulles d'air coincées dans la glace. Et donc nous on s'est dit bah si, il faut qu'on les prenne au jeu, il faut vraiment qu'on vienne leur exposer de manière la plus détaillée possible comment on connaît les climats du passé et comment cette fois c'est différent. C'est-à-dire oui, le climat a toujours varié pour des raisons naturelles, l'activité du solaire, les paramètres orbitaux, les calottes glaciaires, tout ça. Depuis le 19e siècle, c'est l'action humaine qui fait qu'on a passé un seuil et qu'on téléguide le climat. La manière dont on s'alimente, la manière dont on se loge, la manière dont on habite la planète force sur notamment la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Il y a un terme qui a beaucoup fait parler de lui, qui continue et qu'on trouve intéressant. On termine le livre avec ça, c'est le terme d'anthropocène. Alors même s'il a été officiellement rejeté par la Commission internationale de stratigraphie, des géologues, ils n'aiment pas trop ce terme, ils ne veulent pas encore l'utiliser, mais le fait est qu'il est passé dans le langage commun, il veut dire quelque chose. L'anthropocène, ça veut dire que c'est l'humanité qui est devenue la première force agissante sur le climat de la planète. Il faut oublier les paramètres orbitaux, c'est des cycles de 22 000 ou de 100 000 ans. L'activité solaire, les éléments naturels qui ont dirigé le climat depuis des millions d'années, ils sont désormais complètement occultés par une force supérieure, et cette force supérieure, c'est l'effet de serre de l'industrie humaine. Pour donner juste un chiffre, dans les 800 000 dernières années, le taux de CO2 n'a jamais varié qu'entre deux extrêmes, 180 ou 280 parties par million, c'est comme ça qu'on compte le CO2. Ça, c'est le cycle naturel, ça a toujours été comme ça depuis 800 000 ans. Aujourd'hui, on est à 410. À la fin du siècle, le GIEC nous annonce probablement 700. Donc c'est des valeurs en fait qui sont inconnues dans l'histoire humaine. C'est un taux de CO2 et donc un effet de serre et donc des mécanismes de réchauffement qui sont extrêmement rapides puis qui sont totalement inédits. Donc ces simples chiffres, avec l'expérience qu'on peut avoir au quotidien, des étés de plus en plus chauds, plus de vagues de chaleur entre 2010 et 2022 que pendant tout le XXe siècle, ces choses-là, ce sont des faits, quoi. C'est pas des opinions. Donc effectivement, nous on les rappelle. Après, ce livre, il n'a pas le pouvoir de convaincre tous les climato-sceptiques, ce serait très simple, mais vous donnez quand même vous donnez une boîte à outils pour ceux qui voudraient solidifier leur discours. Ouais. Alors justement, à la fin de votre livre, vous interpellez quelque part les décideurs, et c'est important par rapport à la génération que vous représentez. Donc on vous a apporté sur un plateau, en tout cas sur ce plateau de Mac de Lyon, un décideur qui est loin d'être climato-sceptique, puisque c'est l'adjoint écologiste à la ville de Lyon, Sylvain Godineau, mais il est en charge d'un plan ambitieux qui s'appelle Lyon Ville 2030, pour devancer les objectifs européens de neutralité carbone au niveau de la ville de Lyon, avec toute une démarche participative d'implication des différents acteurs. C'est un très grand défi, je dirais presque impossible à relever, mais en même temps, ça va peut-être dans le sens que vous souhaitez. Donc je lui laisse ma place pour poursuivre ces échanges. Bonjour. Bonjour. Eh ben déjà, merci d'avoir écrit ce livre, parce que c'est important d'avoir des gens qui vulgarisent la science. Aller chercher la science, comme vous l'avez dit, c'est un très très gros travail, et je pense qu'on a besoin
de médiateurs en fait qui font ce travail. Moi, j'avais envie, suite au début de l'interview, de rebondir sur le fait que le climat a varié et que ça a pu influencer le développement des civilisations. Donc là, vous parliez de l'optimum romain, on parle souvent du petit âge glaciaire aussi à la fin du Moyen-Âge ou un peu plus tard qui aurait précipité le déclin des Vikings au Groenland ou d'autres endroits. J'ai en tête que c'est des toutes petites variations de température par rapport à ce qu'on projette pour le XXIe siècle. Est-ce que vous pouvez remettre ça dans leur contexte ? Effectivement, si on prend le petit âge glaciaire, il faut voir que c'est une période qui va de 1350 à 1800 après Jésus-Christ, donc la fin du Moyen-Âge, l'époque moderne et le tout début de ce qu'on pourrait être l'époque contemporaine. C'est une variation en moyenne d'un degré vers le moins. Donc un petit âge glaciaire, un petit peu plus de froid. Les causes sont toujours un peu discutées. Alors c'est très probablement plusieurs minimums solaires, des moments où le soleil est un petit peu moins actif, conjugués à des éruptions volcaniques très puissantes en Indonésie, en Islande, au Pérou. Donc les éruptions volcaniques, ça balance de la cendre et des gaz sulfurés dans l'atmosphère, ça tire le climat vers le bas. Et un mécanisme d'englacement dans l'Arctique qui vient influencer tout ça. Bref, des siècles où, avec 1 degré de moyenne en moins, en fait, il y a un effet domino. Voilà, la moyenne, elle n'est pas très représentative parce que ça va déclencher des événements extrêmes. Donc il faut penser à effectivement des étés complètement pourris plusieurs années d'affilée. À cette époque-là, c'est immanquablement la famine. Et en Europe, à l'époque moderne, au XVIIe siècle en particulier, qui est l'un de ceux qui est le plus froid, c'est des centaines de milliers de morts, parfois plusieurs années consécutives avec ces événements catastrophiques. Ouais, puis en plus, il y a des... Parce que là, on parle de sensations, de climat, mais il y a aussi des répercussions au niveau social, c'est-à-dire qu'on est sur des sociétés qui vivent des choses difficiles, donc qui dépriment, et qui vont avoir des attitudes absolument... ça augmente le niveau de violence aussi, quand on est affamé, quand on est agriculteur, paysan, et qu'on n'a pas de solution, et que l'État ne répond pas à une crise climatique, le résultat, c'est des centaines de milliers de morts. Mais c'est ça qui est très important aussi. C'est pas uniquement les sols, les terres qui sont affectées, c'est vraiment une société qui va en subir les conséquences. L'exemple qu'on prend, c'est l'exemple de la chasse aux sorcières. À cette époque-là, dans le livre, en fait, c'est la naissance du premier complotisme climatique, le petit âge glaciaire, parce qu'il faut trouver une raison à tous ces événements, à ces successions d'étés pourris. Donc on va essayer d'expier les fautes, on est dans des sociétés qui sont très religieuses, et puis ça va tomber sur un petit peu tout le monde. Alors quand c'était la peste au Moyen-Âge, ça pouvait être les communautés juives, et là, pendant le petit âge glaciaire, on va tomber sur les sorcières. Donc les sorcières, c'est des femmes marginales, c'est un petit peu... Alors c'est très majoritairement des femmes, c'est pour ça qu'on dit les sorcières, même s'il y a eu quelques hommes, mais c'est des gens qu'on va brûler tout simplement pour essayer d'améliorer l'ordre cosmique, l'ordre qui est déréglé. Donc, ce qui est drôle, c'est que pour faire le lien jusqu'au bout avec aujourd'hui, ce complotisme climatique, il va se nourrir d'un nouveau média. C'est pas les réseaux sociaux, c'est le livre imprimé, puisqu'on va faire des livres pour la chasse aux sorcières, le Malleus Maleficarum, comment reconnaître une sorcière, comment la pourchasser, comment bien la brûler pour améliorer que le blé revienne. Et voilà, donc c'est étonnant. Les conséquences sociales, c'est vrai que on ne peut pas trop les voir dans les chapitres sur la préhistoire, puisque les archéologues, ils travaillent avec du matériel. À partir de l'époque romaine et de l'époque moderne, on a en plus, effectivement, on a presque un problème de riche en histoire, on a trop de sources. L'époque moderne, on va savoir ce que les gens pensent, on va avoir des poèmes, on va avoir... Il y a même beaucoup d'historiens qui font le lien, par exemple, entre l'année sans été, l'éruption du Tambora en 1815, qui projette dans l'atmosphère tellement de gaz sulfuré qu'il n'y a pas d'été en 1816 en Europe. Il y a des historiens qui font le lien, par exemple, avec le Frankenstein de Mary Shelley, qui a écrit à ce moment-là, dans un moment de déprime, d'un monstre, de quelque chose... Voilà, on va avoir on peut presque faire une histoire de sensibilité en lien avec le climat, Donc un écart de 1 degré sur 5 siècles, c'est à peu près ça que vous dites, donc 0,2 degrés par siècle, à comparer au rythme actuel où on est déjà à plus de 0,2 degrés par décennie, donc on est à peu près à 10 fois plus vite aujourd'hui. C'est juste pour remettre les choses dans dans la vitesse à laquelle ça change actuellement, on a vraiment une différence de trajectoire.
Alors moi j'avais une question complètement différente derrière ça, qui est que vous êtes archéologue de formation. La ville de Lyon a décidé de créer un nouveau lieu là, qu'on appelle le site Néret sur les pentes de la Croix-Rousse, qui est l'ancienne école des Beaux-Arts, dans laquelle on va réinstaller le service archéologie et à côté installer un tiers-lieu de la transition écologique et une école de la résilience dans laquelle on veut coupler des acteurs de la recherche, des associations, des acteurs du monde privé, un lien avec les collectivités locales évidemment, avec l'intuition de dire que les archéologues ont une place à jouer dans cet enjeu du changement climatique, notamment pour qu'on se nourrisse du passé. Donc moi je ne connaissais pas encore votre ouvrage, je me dis c'est une merveilleuse coïncidence, ça tombe très bien. Qu'est-ce que vous passeriez comme message au service archéologie ? Qu'est-ce que vous voyez comme opportunité de travail, vous qui travaillez sur ce croisement entre climat et archéo, pour un lieu comme ça ? Il faut que ce soit accessible. C'est toujours cette question. Il faut que ça se voit dans la ville. Le service qui est aux Beaux-Arts actuellement, il est invisible en fait aux yeux des piétons. Nous, on le connaît rapidement, mais moi, j'ai jamais franchi la porte de ce... Passé une ou deux fois, effectivement. Ouais. L'enjeu, je pense, entre les archéologues et le lien, c'est effectivement, c'est avoir conscience que les sociétés s'adaptent. Nous, en fait, quand on fait de l'archéologie, on a cet arrière-plan du climat un petit peu tout le temps en tête. Alors peut-être pas pour les périodes récentes, mais quand on fait de la préhistoire, c'est assez évident. Il faut savoir ce qu'on cueille, ce qu'on mange, où est-ce qu'on habite, comment on va se vêtir, parce que c'est des éléments importants. Après, pour ce qui est du lien avec le climat, je pense que l'archéologie, elle a son rôle de découverte à faire. Le climat à Lyon, c'est incarné par exemple par le gros caillou. Enfin, je sais pas, moi je pense à ça. Si on est sur les pentes de la Croix-Rousse, on a des vestiges glaciaires qui ont été poussés jusqu'à nous. Donc la mise en valeur aussi de ce patrimoine peut-être climatique d'une certaine manière, on a la preuve sous nos yeux. Voilà, l'enjeu, c'est la vulgarisation scientifique, je pense, de manière générale. C'est vrai que oui, nous on vit à Lyon depuis 15 ans, donc on voit bien les transformations qui se sont passées là très récemment, qui visent à améliorer le quotidien, et c'est réel. Mais c'est vrai que quand on discute avec nos proches qui sont aussi lyonnais, ils n'ont aucune idée, que le gros caillou est un vestige d'un climat passé qui peut avoir un lien pour s'identifier aux travaux écolos qui sont menés. Enfin voilà, moi je pense à tout ça. Et alors donc vous dites que vous voyez des changements. Effectivement, il y a un gros travail actuellement de transformation de la ville, notamment pour la végétaliser, avec l'idée que c'est probablement le moyen le plus efficace de rafraîchir le climat localement. Donc il y a eu une multiplication par 10 du rythme de plantation. Là, on était à 4 000 arbres par an en début de mandat. On est passé à 56 000 l'hiver dernier. Donc, sur la métropole, pas juste sur la ville de Lyon, mais sur la métropole de Lyon, avec un projet de créer des forêts urbaines dans Lyon, mais surtout dans les communes alentours. Comment qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux décideurs, puisqu'il paraît qu'il y a un chapitre dans le livre sur les décideurs, quels sont vos questionnements peut-être sur les politiques en cours climatiques sur le territoire lyonnais ? Dans la conclusion en fait, du livre, c'est vrai qu'on n'a pas du tout fait le choix de parler des petits gestes du quotidien, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses là-dessus. Et on a plus évoqué des leviers d'action à grande échelle, donc les mobilités, l'agriculture. L'agriculture, c'est vraiment pour nous, avec cette grille de lecture archéo, ça nous paraît évident de faire comprendre aux gens que si notre problème c'est le dégazage du CO2 dans l'atmosphère, en fait quand on ouvre la Terre, on émet énormément de CO2, donc il y a peut-être... En fait, effectivement, si l'enjeu, c'est l'enjeu qui est le nôtre pour les siècles futurs, c'est la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Le CO2, une fois qu'il est dans l'atmosphère, il reste 10 000 ans. Donc, il y a des machines qui remettent le CO2 dans le sol, ça s'appelle des plantes. Et le problème, c'est qu'avec des pratiques agricoles ou en ouvrant les sols ou en artificialisant les sols, on va empêcher de piéger le CO2 dans le sol, et on va même le dégazer, puisque quand on ouvre un sol avec une charrue par exemple, on va émettre plusieurs centaines de kilos de CO2 à l'hectare. C'est l'INRA, l'Institut national de recherche en agronomie, qui a quantifié ça depuis
des décennies maintenant. Donc en fait, il y a un vrai enjeu en particulier vers les pratiques agricoles et l'artificialisation des sols pour compenser ou en tout cas atténuer l'effet de serre de l'industrie. C'est-à-dire que les sols piègent du CO2. Donc l'enjeu, en fait, il est là. Changer des pratiques agricoles à grande échelle, c'est vrai que ce serait l'un des éléments qui pourrait améliorer énormément la situation. Mais donc si on pense au modèle citadin, moi ce qui me paraît intéressant, c'est de changer les symboles, c'est-à-dire, et c'est ce qu'on commence à voir dans Lyon, c'est-à-dire vous apportez de la matière organique, c'est-à-dire que la terre n'est plus quelque chose qu'on ouvre et on vient creuser pour planter des choses. On commence, moi j'ai l'impression que vous êtes quand même sur une logique de sol vivant un petit peu, vous apportez des strates de la terre et ça empêche que le CO2 parte dans l'atmosphère. Et c'est vraiment des habitudes et aussi des images aussi qu'il faut créer sur ce que doit être un champ cultivé ou une parcelle en ville qui va être arborée. Et pas tu vois, c'est vraiment cette idée-là, moi, qui m'intéresse. En fait, oui, accompagner, mais je pense que c'est des choses dont vous avez conscience, en particulier pour vivre dans la ville de Lyon depuis 15 ans et d'avoir vu des changements, mais accompagner les changements qui sont déjà à l'œuvre et qui sont aussi des initiatives parfois très, très locales et personnelles, parce qu'il y a tout cet enjeu de grande échelle, mais il y a aussi des initiatives très intéressantes pour la vie de quartier, et puis créer des points d'ombre, des points d'humidité, des points de fraîcheur, ça change la vie au quotidien. Ce qui m'a fait sourire justement, c'était cet été, j'ai vu que vous aviez créé des espèces de zones refuge quand il y a de la canicule. Des lieux de fraîcheur, oui. Voilà. Ça me fait penser au Oui, mais parce qu'on a énormément en gros, on essaye de travailler sur tous les grands axes d'émissions, hein. Donc l'agriculture, c'est assez peu c'est pas présent sur le territoire lyonnais. Il nous reste une ferme. On en a un peu plus de 200 sur le territoire grand lyonnais. Donc ça, l'agriculture, on la travaille par la commande publique autour de l'alimentation, qu'on a beaucoup changé pour être sur du plus végétarien, du plus bio, donc avec des contrats de proximité avec des agriculteurs. Donc effectivement, aller travailler avec l'agriculture régionale. Le bâtiment, qui est une grosse source d'émissions, avec tous les combustibles fossiles qui sont utilisés dedans, avec un développement rapide des réseaux de chaleur, un gros travail sur l'isolation des bâtiments. La mobilité, qui est peut-être le levier le plus rapide pour baisser les usages de combustibles fossiles sur notre territoire. Donc tous ces sujets-là, ils sont travaillés sur le côté on baisse nos émissions le plus rapidement possible. On ne plante pas des arbres sur Lyon pour stocker du carbone, hein. On plante des arbres sur Lyon pour rafraîchir la ville, c'est ce que j'ai dit, parce que ce qu'on va stocker en carbone par rapport à ce qu'émet le territoire, c'est totalement marginal. Et ça le restera même avec 100 fois plus d'arbres. Donc on est vraiment sur cette logique d'adaptation et d'atténuation en même temps. Et par rapport aux lieux fraîcheur, en fait, on voit que on a énormément d'habitants qui vont demeurer dans des bâtiments surchauffés l'été. Donc on n'est plus sur des questions de confort, on est sur des questions de santé publique maintenant. Ouais. Les gens ont besoin de fuir leur logement, de jour comme de nuit, c'est ça qui devient compliqué, pour pouvoir reposer leur organisme quand les températures sont trop élevées. D'où les lieux de fraîcheur. Alors on avait les églises, les centres commerciaux qui étaient bien identifiés, les bibliothèques qui vont être toutes climatisées pour permettre d'avoir un lieu climatisé pour les personnes fragiles. Bien sûr les résidences personnes âgées, on travaille sur les crèches et les écoles pour les ventiler mieux. Et donc on est en train d'élargir ça. Cet été on a expérimenté l'élargissement d'ouverture des piscines pour que les jeunes qui ont besoin de dépenser un peu d'énergie quand même quand il fait chaud, trouvent des lieux plus adaptés. Les cinémas aussi, on a distribué des tickets de cinéma gratuits pour les personnes modestes pour aller dans des salles fraîches se rafraîchir. Donc voilà, on essaye un certain nombre de choses. J'ai un peu tiqué quand vous disiez les périodes de crise sont des périodes d'innovation, parce que ça m'a fait penser à la Deuxième Guerre mondiale et la merveilleuse créativité qu'on a eue sur tous les gaz de combat, par exemple, qui sont devenus assez rapidement des pesticides derrière, donc on a su réutiliser derrière. Donc effectivement, quand la société est acculée à devoir innover, elle y arrive. Aujourd'hui, nous, on a un peu ce sentiment-là dans la politique des écologistes. On a le sentiment de voir arriver une vague climatique et les autres vagues derrière, d'effondrement de la biodiversité et autres problèmes très fortement, et de voir une société qui a quand même collectivement énormément de mal à se mobiliser à la hauteur du problème.
Donc est-ce que ça vous fait écho à des périodes ou à des civilisations qui auraient su réagir face, on l'a dit, aux bouleversements qu'ils ont pu rencontrer sur l'agriculture ou sur... Si on reprend l'exemple qu'on a évoqué rapidement, l'exemple des Solutréens, donc des gens qui ont été confrontés à un extrême de froid, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est paradoxalement presque la période la plus innovante technologiquement de la préhistoire, ou en tout cas de ce qu'on peut arriver à en reconstituer avec l'archéologie. Et donc Clotilde a parlé tout à l'heure des aiguilles à chat, mais c'est le moment où on va faire le traitement thermique du silex, on va inventer des manières beaucoup plus raffinées de tailler le silex, et les archéologues aujourd'hui pensent que ces innovations viennent de régions où en fait plusieurs groupes se sont réunis, enfin ont pu des régions refuges où peut-être on venait saisonnièrement pendant l'hiver, voilà, se retrouver, et puis peut-être une plus grande mobilité l'été. Il y a des choses qui se passaient, oui, en termes de culturel avec cette adaptation. Ouais. Des coopérations interculturelles entre différentes la solidarité. Sociétés. Ouais. Entre des gens qui fréquentaient pas forcément les mêmes territoires le reste de l'année. Donc ça peut être aussi, je sais pas si c'est applicable aujourd'hui, mais en tout cas des solutions qui viennent. Voilà, on a quand même dans notre malheur la chance d'avoir des informations qui peuvent nous venir et des initiatives de tous les territoires dont on peut s'inspirer. Donc ça c'est une richesse qui est certainement pas à négliger, quoi. C'est sûr que les pays du Sud ont sûrement beaucoup à nous apprendre sur le climat qui nous attend dans les pays plus nordiques. La manière de faire ailleurs, effectivement. Quand vous nous disiez que vous trouvez que la population ne réagit pas assez vite, nous on se rend compte quand on discute avec des futurs lecteurs qui hésitent à acheter le livre, ils nous disent qu'ils sont en fait tellement paniqués qu'ils ferment cette case-là. Et pourtant, c'est bien quand on commence à apprendre un sujet, à avoir de la culture générale, c'est quelque chose que le stress baisse un petit peu et qu'on commence c'est un préalable à l'action en fait, la culture générale sur n'importe quel sujet. Donc si la ville explique bien ce qu'elle fait, qu'il y a des lieux qui sont des lieux où les citadins peuvent s'informer, normalement ça devrait... Moi je suis assez optimiste là-dessus. Alors nous aujourd'hui notre conviction c'est plutôt que augmenter le degré d'information passe par une étape d'augmentation du stress, quand on prend vraiment conscience de l'enjeu devant nous, on le voit assez fortement. On a fait des ateliers fresques du climat pour les agents de la ville de Lyon par exemple, et au début on en restait à la fresque du climat, on a constaté que c'était très anxiogène et que c'était d'autant plus anxiogène pour les personnes qui étaient les moins instruites, qui avaient le moins de capital pour affronter cette information-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de lier la prise de conscience aux perspectives de solutions. Ouais. Parce qu'en fait, notre constat, c'est que la peur a plutôt tendance à paralyser, voire à créer des phénomènes de déni et de rejet. On ferme les écoutilles pour pas mal dormir le soir. Par contre, si on ouvre la question des solutions, là on crée de l'envie d'avancer, d'aller chercher ces solutions, de se mobiliser. Et donc, mais je suis d'accord avec vous qu'on a un gros travail de vulgarisation scientifique, d'information à faire, et tout ce débat à faire sur quelles sont les perspectives, à quoi doit ressembler la ville demain pour s'adapter à son climat, et comment on revient dans les limites planétaires, qui est un peu un des défis... qui est un peu le grand défi qui est derrière tout ça, quoi. Merci beaucoup pour votre contribution et puis au plaisir de vous recroiser. Au revoir. Merci. Quand on s'est intéressé très tôt à ces enjeux écologiques, on a affronté, pour les gens de ma génération, du scepticisme, voire de l'hostilité. Et vous avez parlé du stress tout à l'heure. Vous, qui êtes d'une jeune génération, êtes-vous victime d'éco-anxiété ou êtes-vous optimiste? Vous pouvez répondre successivement. Ni l'un ni l'autre, mais je suis concentrée sur cette tâche. Voilà, je prends ça comme un travail quotidien auquel il faut s'atteler. Et donc, voilà, moi c'est comme ça que je... Optimiste, c'est difficile, mais éco-anxieux, non, parce que justement, le fait d'avoir travaillé ces questions, de les avoir pris à bras-le-corps et d'essayer de les expliquer et de sensibiliser les autres, c'est aussi ce qui permet
ce qui permet de rester, comme l'a dit Clotilde, concentré sur des objectifs. Donc oui, moi je me situe ni dans l'extrême optimiste de ça va bien se passer, parce que là, il faudrait vraiment avoir des œillères assez énormes, et ni dans la peur et la paralysie. Voilà. Mais quand vous suivez l'actualité, est-ce que de temps en temps, vous vivez une forme d'ascenseur émotionnel en disant est-ce un climato-sceptique qui va gagner aux États-Unis ou ailleurs, les budgets en faveur sont débloqués puis gelés, etc. Quand on est au cœur de ces sujets, est-ce que c'est pas compliqué de... vous avez mis en parallèle l'histoire climatique, l'histoire des civilisations. Aujourd'hui, si on met en parallèle la prise de conscience et les connaissances scientifiques et les décisions politiques, on peut parfois être inquiet. Bah, ça fait pas plaisir, mais après, oui, Trump ne représente pas l'humanité. C'est-à-dire qu'il n'est pas le seul à... Comment dire, enfin, il y a beaucoup de gens qui travaillent à trouver des solutions, à les mettre en place. Donc moi, je préfère me concentrer sur ces personnes-là et ces travaux-là. Est-ce que vous trouvez utile les actions style Extinction Rebellion, c'est-à-dire bloquer une autoroute, jeter de la soupe sur des œuvres d'art, parce que ça peut avoir des réactions aussi contre-productives. Alors, moi je peux juste réagir à l'histoire de la soupe jetée sur une vitre, la vitre Oui. qui protège un tableau. Les 2 étudiantes londoniennes, elles ont pris 2 ans de prison ferme. Et la même semaine était diffusée une pub avec Lady Gaga qui, sur une vitre qui protège la Joconde, écrit au rouge à lèvres une phrase pour faire la promotion de son film. Donc là, on est dans comment dire, il y a un clivage qui est pas entendable. C'est-à-dire que la promotion, la publicité, ça c'est accepté. Par contre, des jeunes qui visiblement sont très très anxieux et à raison mettent en place des moyens qui n'abîment pas l'œuvre, simplement elles choquent visuellement. Moi je... Alors là, on a compris votre sentiment d'injustice. Ouais, c'est voilà. quelque chose. Mais est-ce que vous trouvez ces actions utiles ? Moi, c'est pas le mode d'action que j'utilise, mais je veux pas ni le condamner, ni le juger, j'avoue que j'en sais rien. Si ça permet à des gens de prendre conscience, oui, peut-être que par certains aspects, ça peut être contre-productif parce que d'autres vont être offusqués complètement et se désolidariser de ça. Honnêtement, j'en sais rien. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cette 3e émission. Merci. Et je recommande la lecture de cet ouvrage et des autres que vous avez cités en début d'émission. Merci. Merci beaucoup.